Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. À la une, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est adressé au Parlement de son pays. C'est le premier discours présidentiel de ce type depuis le soulèvement de la place Tahrir il y a 5 ans. Le président a déclaré aux parlementaires réunis qu'il avait de l'espoir pour l'avenir de l'Égypte. La capitale est toutefois restée verrouillée une grande partie de la journée. Mesures de sécurité sans précédent dans le centre du Caire. Toutes les voies menant au Parlement ou dans ses environs étaient bloquées. Les mesures de sécurité étaient si extrêmes que les aires de stationnement et les stations de bus comme celle-ci qui se trouvent à 2 km du Parlement ont été interdites de véhicules pour prévenir le moindre risque sécuritaire. C'est la dure réalité de l'Égypte en 2016. Lors de sa prise du pouvoir, le président Abdel Fattah el-Sisi a promis de renforcer la sécurité dans le pays. Mais les risques d'attaques terroristes sont aujourd'hui omniprésentes et les attentats à la bombe sont devenus courants. Mais au sein du Parlement, le président el-Sisi a reçu un accueil chaleureux. La grande majorité des hommes politiques qui y siègent le soutiennent. Il a donc profité de l'occasion pour délivrer un message d'espoir. Les défis auxquels notre nation fait face légitiment les inquiétudes et les peurs qui nous habitent. Mais les réalisations sans précédent qui ont été accomplies avec la volonté des Égyptiens ne peuvent que donner l'espoir et transformer cet espoir en un devoir national. Le président el-Sisi a mis en lumière les projets de développement réalisés depuis le départ de son prédécesseur en 2013. Il s'est engagé à poursuivre le combat contre le terrorisme et à soutenir des solutions politiques dans des pays comme la Libye et la Syrie. Le message de l'Égypte au monde a toujours été un message de paix et d'amour. Nous ferons tout notre possible pour trouver des solutions politiques au conflit en Syrie, à la crise libyenne et à celle qui touche le Yémen. Des solutions politiques également pour obtenir une paix globale et juste afin de résoudre la crise palestinienne qui a été et est encore un problème qui concerne directement le peuple égyptien. Ainsi, c'est depuis l'enceinte de ce Parlement que je renouvelle l'appel de l'Égypte au reste du monde pour unifier les efforts dans la lutte contre le terrorisme qui est devenu la plus grande menace contre l'humanité. Le président el-Sisi a parlé brièvement des événements de janvier 2011 en disant que l'Égypte avait échappé de peu à une conspiration qui aurait mené le pays dans une situation équivalente à celle que connaît la Libye aujourd'hui. Il a appelé les Égyptiens à s'unir pour lutter contre ceux qui pourraient à nouveau déstabiliser le pays. Des cellules terroristes seraient en effet en train de prendre racine au Caire, en Égypte. Les forces de sécurité ont tué 2 suspects mercredi suite à un échange de coups de feu dans une banlieue de la capitale égyptienne. C'est le 2e incident de ce genre depuis ces dernières semaines. Mercredi, cet endroit a connu des échanges de coups de feu pendant 6 heures. Les suspects avaient trouvé refuge dans cet appartement. La police aurait agi sur la dénonciation. Les suspects ont ouvert le feu avec des mitraillettes dès leur arrivée. La police a indiqué que les hommes s'apprêtaient à faire exploser des bombes dans la capitale. La police a découvert des explosifs dans l'appartement. Récemment, les forces de sécurité ont intensifié leurs raids dans d'autres appartements comme celui-ci et enquêtent sur les comportements suspects. Ces groupes cherchent à atteindre des cibles et souvent ils y parviennent. Ils recrutent de nouveaux membres. Quand ils réussissent à mener à bien 2 attaques ou plus, et cela pousse d'autres à les rejoindre. Toutes les attaques qu'ils conduisent et les victimes qui tombent les aident à trouver de nouveaux fidèles. Le groupe du Sinaï a réussi le mieux dans cette tâche. Il y a 2 semaines, au moins 6 personnes ont été tuées dans une explosion quand la police a investi un atelier d'explosifs présumé à Gizeh, près du Caire. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l'explosion. Les analystes disent que les attaques indiquent que davantage de cellules pourraient avoir infiltré d'autres villes en Égypte. Passons maintenant à la République centrafricaine où les électeurs sont de nouveau appelés à se rendre aux urnes pour le second tour retardé des élections présidentielles. Lors du premier tour du scrutin de décembre dernier, aucun des 30 candidats n'avait pu rassembler les 51% de suffrages requis pour s'assurer la victoire. L'ancien Premier ministre Anicet Georges Dologolé, sorti vainqueur au premier tour, affronte le candidat indépendant Faustin Archange Touadéra pour la victoire finale.
Les électeurs, fatigués de la situation chaotique régnant dans le pays, espèrent que ces élections, plusieurs fois retardées, ouvriront une nouvelle ère de paix et stabilité après des années de sectarisme sanglant. La population du Soudan du Sud salue le retour possible de l'ancien vice-président et chef des rebelles, Riek Machar. Le gouvernement l'appelle à revenir à Juba pour accélérer la mise en œuvre des accords de paix d'Addis Abeba. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a publié un décret faisant de son ancien vice-président et aujourd'hui rebelle Riek Machar le premier vice-président du pays. Les deux parties au conflit national sont tombés d'accord pour partager les positions ministérielles dans l'espoir de fonder un gouvernement d'union. La formation du gouvernement a échoué à plusieurs reprises, mais l'annonce du président Kiir pourrait faciliter les choses. Riek Machar n'est pas encore à Djouba, mais le gouvernement l'appelle à revenir dans la capitale pour faciliter la formation de ce gouvernement d'unité nationale dans les 7 jours. J'en appelle à mon collègue, le docteur Riek Machar doit répondre immédiatement à l'invitation amicale et positive de notre président et rejoindre le gouvernement au poste de vice-président. L'équipe de Riek Machar fait savoir que c'est un pas dans la bonne direction. Nous attendons avec impatience la formation d'un gouvernement de transition au Soudan du Sud. De notre côté, nous saluons cette nomination, c'est une bonne chose. Une guerre civile de près de 3 ans a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé au moins 4 millions de Sud-Soudanais. La nomination de Salva Kiir avait fait naître bien des espoirs à Djouba d'un retour à la normale pour la nation la plus jeune du monde. Je suis heureux que Riek Machar ait été nommé premier vice-président. J'espère que cela pourra apporter la paix dans notre pays. En Ouganda se tient actuellement le second débat présidentiel qui précède les élections. Le président Yoweri Museveni, qui cherche à prolonger son règne de 30 ans à la tête du pays, fait face à 7 candidats d'opposition. On se souviendra de ce débat comme étant celui qui, pour la première fois, aura vu la participation de tous les candidats à la présidence. Car le président Museveni avait ignoré le débat inaugural du mois dernier. Yoweri Museveni va tenter de faire mieux que ses 7 opposants, et tout particulièrement mieux que le docteur Kizza Besigye, un ancien frère d'armes du président, qui s'est présenté contre lui lors des 3 dernières élections présidentielles. Mais il y a aussi Amama Mbabazi, un autre vétéran du mouvement de résistance nationale et qui a été Premier ministre jusqu'à sa brouille l'an dernier avec le président Museveni. Le débat se concentre principalement sur les thèmes de la paix et de la sécurité, des relations étrangères, de l'intégration est-africaine, de la région des Grands Lacs et du terrorisme. L'Ouganda compte 15 millions d'électeurs inscrits sur une population estimée à 37 millions d'habitants. Les équipes de secouristes tentent toujours d'atteindre les 3 mineurs encore pris au piège sous terre après l'effondrement d'une mine d'or en Afrique du Sud. Les secouristes ont déclaré que la situation était encore trop risquée pour le moment. Les 3 mineurs sont encore coincés sous des milliers de tonnes de décombres depuis maintenant plus d'1 semaine. Les premières images révélées par les propriétaires de la mine nous donnent un clair aperçu de la situation périlleuse à laquelle font face les équipes de secours. Les images transmises montrent ce qui semble être l'entrée de la mine d'or Lily. On peut clairement constater que la catastrophe a été causée par l'effondrement d'un seul pilier. Il est même difficile de croire que plusieurs mineurs ont réussi à s'échapper. Mais à des centaines de mètres sous les milliers de tonnes de décombres, 3 mineurs, Yvonne Mninsi, Preti Mabuza et Solomon Nyaranda, sont encore pris au piège dans la chambre conteneurisée où ils travaillaient au moment de l'effondrement. Les équipes de secouristes se relaient pour creuser, parfois à l'aide de dynamite, un passage vers la cavité ensevelie. Eh bien, ce que nous essayons en ce moment est de dégager les décombres qui se sont accumulés à l'endroit de l'effondrement pour les déplacer dans des espaces situés plus bas à l'intérieur de la mine. Nous espérons ainsi se frayer un passage vers la chambre conteneurisée où se trouvent les mineurs. Mais samedi dernier, un autre pan de terre a encore cédé sous le poids des décombres, pénétrant le passage creusé par les secouristes et réduisant à néant plusieurs jours d'efforts. Les opérations ont été pour le moment suspendues. Les autorités ont déclaré qu'elles allaient faire un point sur la situation et reprendre les opérations à l'arrivée des nouveaux équipements et de l'équipe d'experts.
Elles espéreront ainsi extraire les 3 mineurs, qu'ils soient morts ou vivants. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs régions rurales du pays. 2,4 millions de personnes vont se retrouver en situation d'insécurité alimentaire. Cette situation est due à la sécheresse qui sévit de la Corne de l'Afrique à l'Afrique australe. Selon Oxfam, organisation caritative britannique, la situation au Zimbabwe devient désespérée, mais le gouvernement demande aux populations de ne pas paniquer. Reportage. Le phénomène El Niño a provoqué la sécheresse qui menace plus d'un quart de la population du pays. De plus, en raison de pluies insuffisantes, ces dernières années, le Zimbabwe fait face à des pénuries alimentaires causées par la sécheresse de la saison précédente. Cette tragédie a entraîné 1,5 million de personnes dans la famine. Selon le gouvernement, ce chiffre pourrait tripler durant l'année. Cette perspective a poussé Robert Mugabe à déclarer l'état de catastrophe. Le gouvernement a pris une très bonne initiative, car en déclarant l'état de catastrophe, il pourra recevoir des volumes importants d'aide alimentaire des organisations internationales. Le Zimbabwe consomme 150 000 tonnes de maïs par mois. Les producteurs du secteur privé ont déclaré être prêts à importer suffisamment de denrées pour répondre à 70% de la demande. L'équilibre obtenu par l'action des partenaires donateurs pourrait prendre des mois. Vous devriez savoir que les délais de réponse de ces organisations sont de 90 à 120 jours. Donc, toute aide concrète nous parviendra seulement vers juin ou juillet. Cela parce qu'ils doivent faire approuver certains budgets, s'approvisionner, mettre en place les structures de distribution et finalement livrer les denrées aux groupes vulnérables affectés. Au-delà de la coordination des denrées importées, le gouvernement fournira la nourriture pour le bétail. Selon les derniers rapports, au moins 16 000 vaches sont déjà mortes dans les régions du sud du pays touchées par la sécheresse. Le gouvernement planifie aussi de mettre en place des programmes d'urgence destinés à l'irrigation pour sauver les récoltes qui n'ont pas encore été détruites. Le niveau d'eau du barrage diminue rapidement et un tiers des puits dans le sud du pays sont vides. Les forces de police du Kenya pourraient bientôt poursuivre les responsables de dopage au sein des coureurs kenyans. À l'occasion des championnats nationaux de cross-country, le corps kényan de l'athlétisme ainsi qu'un certain nombre d'athlètes retraités ont appelé le gouvernement à agir rapidement et éviter que le Kenya ne fasse l'objet d'une interdiction de la part de l'Agence mondiale antidopage. Les athlètes kenyans n'auraient pas pu concourir à un pire moment pour ces championnats nationaux de cross-country 2016. Et malgré le fait que le pays a manqué la date butoir imposée par l'organe de surveillance pour rendre opérationnel un régime antidopage, des centaines d'athlètes ont répondu présents à la compétition. La Fédération nationale déclare que même s'il a perdu des chances, le Kenya travaille dur pour répondre aux exigences de l'agence antidopage. J'ai confiance qu'avec toutes les procédures que nous avons mises en place, nous devrions être dans les temps sans problème majeur et par conséquent, je voudrais demander aux athlètes de bien se préparer. C'est certain qu'ils iront aux Olympiades. Alors que des centaines d'athlètes se battent pour obtenir une place pour le championnat africain d'athlétisme au Cameroun, le chef de la police kenyane a déclaré être prêt à présenter au pays une liste de la honte d'athlètes dopés. En fait, il y a certains individus dont on s'intéresse aux activités des athlètes ou d'autres personnes associées à ces derniers. Et bientôt, vous allez entendre parler de nous. Et des athlètes kenyans retraités ont pesé sur ce sujet, appelant les gouvernants du pays à tout faire pour parer à la crise qui menace. Monsieur le Président et Vice-président, s'il vous plaît, apportez-nous une législation qui puisse sauver notre pays et éviter que l'on soit exclu en athlétisme ou dans d'autres sports, en particulier pour les Jeux olympiques. Mon seul souhait est de voir le gouvernement tenter de venir nous aider et de sauver le sport dans ce pays. Lors des championnats, le champion du monde en titre, Geoffrey Kamworor, a remporté la principale course et mènera l'équipe kenyane vers le Cameroun pour les championnats africains. Étant largement une occasion de présenter les talents nationaux, les championnats nationaux de cross-country au Kenya se sont cette année fait plus discrets. Peut-être le reflet de la situation dans laquelle se trouve actuellement le pays, qui pourrait être déclaré non conforme par l'Agence mondiale antidopage pour n'avoir pas respecté la date butoir.
La banlieue de Malika à Dakar abrite la plus grande décharge du Sénégal. La décharge de Mbus est une mine d'or pour de nombreuses personnes qui dépendent de ce site pour trouver ce dont ils ont besoin. Toutefois, les populations qui vivent près des lieux tolèrent de moins en moins sa saleté et demandent sa fermeture. La décharge de Mbus à Dakar est peut-être un bien pour certains, mais c'est une malédiction pour d'autres. Couvrant une superficie de 70 hectares et recevant 1300 tonnes d'ordures par jour, Mbus est une terre d'opportunités. Des milliers de personnes viennent y récupérer et recycler les déchets. Des hommes, des femmes et des enfants viennent ici tous les jours pour trier le plastique, le métal et autres matériaux à récupérer. Malik Diallo vient ici depuis 30 ans. Cette longévité lui doit désormais de diriger l'association des recycleurs. Il y a quelqu'un qui disait que rien ne se perd, tout se transforme. On attend jusqu'à les voitures déversent les ordures. Alors on fait le triage sur place pour pouvoir gagner quelque chose. Soit qu'avec les sachets, on peut gagner sur les sachets, on peut gagner sur les ferrailles, le chrome, l'acier et tout ça. Cet endroit est source de revenus pour beaucoup. Les statistiques récentes montrent que le site génère environ 7 millions de francs CFA par an. Toutefois, les facteurs de santé et l'exposition nocive au zinc et au fer sont autant de raisons d'inquiétude pour les gens de Malika. Nous sommes fatigués. Ici, tout le monde est malade. Les autorités de la santé sont même venues pour nous expliquer qu'il ne fallait pas boire l'eau du robinet. Avant de boire, il faut javeliser l'eau à cause de tous les déchets présents. Tout ce que nous demandons, c'est de relocaliser Mbus. On n'en peut plus de la fumée, de la poussière. Nos enfants sont malades. Ils ont la diarrhée et souffrent d'asthme. On sait bien que la fumée et l'asthme ne vont pas ensemble. Le Sénégal a scellé un partenariat avec la Banque mondiale pour trouver une alternative à la décharge de Mbus et y implanter une usine de biogaz. Mbus, des analyses que nous avons faites confirment à suffisance que c'est une bombe écologique. Aujourd'hui, vous le voyez à travers les images, il y a des feux spontanés, mais il y a aussi des feux provoqués, ce qui naturellement pollue l'atmosphère parce qu'il y a dégagement de gaz à effet de serre. Depuis 2007, quand même, l'État du Sénégal, face à cette désastre environnemental, a voulu quand même prendre ses responsables et engager un processus qui va permettre quand même de mitiger tous les impacts environnementaux et les impacts sociaux négatifs. Le gouvernement n'entend toujours pas les appels à la relocalisation, mais la recherche d'une solution se poursuit. Les scientifiques et les défenseurs de l'environnement sud-africain ont déclaré avoir redonné naissance à l'espèce de zèbre disparue appelée le quagga. Au cours des 30 dernières années, un projet utilisant les meilleures techniques de reproduction sélective a permis de ressusciter l'animal mythique dont l'espèce avait disparu en 1880. Le quagga, une sous-espèce de la famille des zèbres en partie rayée, avait été entièrement décimé par les chasseurs de l'époque coloniale à la fin du 19e siècle. Mais récemment, un petit groupe de scientifiques et de défenseurs de l'environnement sud-africain affirment avoir redonné vie à l'animal au sein d'une réserve privée située à 2 heures de route au nord de Cape Town. Nous avons tenté de reproduire le quagga qui a disparu à cause de la chasse abusive, il y a maintenant de très nombreuses années. Le dernier quagga primitif est mort en 1883 dans le zoo d'Amsterdam. Et les critiques se sont constamment demandé au fil des ans pourquoi personne ne voulait ressusciter cet animal mythique. Nous avons simplement tenté de réparer les dommages écologiques causés depuis plusieurs décennies déjà. Nous avons également tenté d'obtenir une petite représentation de cet animal charismatique qui vivait en Afrique du Sud depuis plusieurs siècles. Au cours des 30 dernières années, les membres du projet Quagga ont utilisé des techniques de reproduction sélective à partir de zèbres des plaines, afin de redonner vie à un animal qui, selon eux, est identique au quagga des plaines, présent en Afrique du Sud depuis des siècles. Nous sommes arrivés à ce résultat à partir de la technique de la reproduction sélective. Nous avons rassemblé les zèbres des plaines du pays avec le moins de rayures possible et nous les avons fait se reproduire en petits groupes distincts. Ainsi, nous avons réussi à extraire le gène de l'absence de rayures, pour aboutir au final à des animaux avec de moins en moins de rayures. Certains rappellent qu'il s'agit là d'une interférence allant à l'encontre de la nature et qu'il était peu probable d'arriver à reproduire un quagga à l'identique.
Les analyses d'ADN montrent clairement qu'il s'agit de la même espèce que celle des zèbres des plaines. Elles sont vraiment identiques. Il est possible, si vous préférez, de l'appeler variété ou sous-espèce des zèbres des plaines. Mais nous insistons sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une espèce différente. Nous le rappellerons enfin que si l'espèce en question était très différente, tout le projet n'aurait pas à se justifier sur le plan scientifique. Alors que les critiques continuent de s'interroger sur les différents processus menés, les résultats sont là pour témoigner de la réussite des nombreuses tentatives. Le projet en est désormais à plus d'une centaine d'animaux reproduits, dont 6 faisant partie de la 5e génération depuis le lancement du projet Quagga. Et c'est la fin d'Afrique Info. Merci pour votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos programmes à la demande sur notre site internet officiel à l'adresse fr.cntv.cn. C'est la fin du journal. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation de programme sur CCTV Français.